Bonjour Essar Midani. Bonjour Tom. Alors Essar, Oui, nous sommes en direct avec vous depuis Damas, toujours. oui. Nous sommes le 3 novembre 2017 et c'est le 28e CITREP. Alors, nous allons évidemment parler de tout ce qui se passe en Syrie, évidemment. Mais vous souhaitiez aborder un sujet au préalable concernant une célébration de la déclaration Balfour, hein, qui maintenant, on est à peu près à une centaine d'années, hein, exactement, Tout à fait. de cette déclaration-là, qui aura des conséquences considérables au Proche et Moyen-Orient, Mm. en particulier sur les Palestiniens. Donc je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous aborder en fait finalement deux sujets en un, c'est-à-dire cet aspect-là, c'est-à-dire la déclaration Balfour et ses conséquences, et aussi, dans le droit fil de ça, il y a le référendum kurde de Barzani qui a apparemment échoué maintenant, il y a quelques jours. En fait, effectivement, la déclaration Balfour, c'est la déclaration qu'un général anglais avait promis à Herzl, en fait, le responsable sioniste à l'époque, en 1917, hein, Théodore Herzl, oui. la volonté ou l'aide britannique pour la création d'un foyer national juif en Palestine. Donc, d'abord, cette promesse elle-même, normalement, quelqu'un qui promet quelque chose qu'il n'a pas à des gens qui n'ont rien et qui ne méritent pas et qui n'ont pas non plus, n'y ont absolument aucun droit, c'est quelque chose qui est complètement illégal, c'est un vol, c'est un viol de tous les droits des peuples et des droits humanitaires et tout ce qu'on veut. Je rappelle que cette promesse Balfour vient un an après le traité dit Sykes-Picot, qui était le partage qui, en fait, faisait le partage entre la France et l'Angleterre, hein, en présence aussi d'autres pays, le partage entre la France et l'Angleterre de tout le Moyen-Orient arabe, de tous les pays arabes en fait, Mhm. qui étaient sous domination ottomane à l'époque et à la fin donc de cette première guerre mondiale, 1916, je rappelle, c'est la première guerre mondiale, c'était 14-18, Oui. donc en plein première guerre mondiale. Ces responsables qui se retrouvent pour se partager le monde fidèles à leur tradition colonialiste, impérialiste dans le monde. Donc déjà tout de suite, donc ça a été le déclenchement d'un ensemble ou d'une série d'attaques terroristes contre le peuple palestinien, des massacres qui ont eu lieu dès cette époque-là, un encouragement aux Juifs du monde entier d'aller s'installer en Palestine et donc créer des colonies, massacrer le peuple palestinien, il y a eu de très grands massacres, hein, et c'est ça qui a abouti, je peux dire toujours soutenu par les Britanniques et les Français, à la création de l'État d'Israël en 48, Mhm. en 1948. En fait, dans cette série, donc la création de l'État d'Israël, c'est un État d'occupation, des gens qui sont venus s'approprier par la force les terres des Palestiniens en voulant les chasser et par des massacres à répétition. Le nombre de massacres était inestimable et très important. D'ailleurs, il n'y a pas lieu ici de lister toute
l'ensemble des massacres qui ont eu lieu, mais c'était des villages et des villes entières qui ont disparu, qui ont été aujourd'hui baptisés avec des noms hébreux, qui sont des villages arabes depuis toujours. Donc l'idée c'est de faire émigrer les peuples de ces régions, ou le peuple de ces régions, le peuple d'origine, et l'occuper par des gens, des immigrants qui viennent de l'ensemble des pays occidentaux, où sévissait d'ailleurs un antisémitisme violent contre les Juifs. Donc voilà. Il est important de noter que ça a été le début d'une série, puisque 47, 48, 48, ça a été la création d'un État d'occupation reconnu par l'ONU. Après, en 58, ça a été en 56, pardon, les agressions contre la République arabe unie, contre l'Égypte qui a osé nationaliser son pétrole. Ça a été aussi des violations en fait systématiques des droits des Palestiniens pendant tout ce temps, des attaques contre la guerre des 6 jours qu'on appelle tristement célèbre, cette guerre de 6 jours en 67 contre la Syrie et l'Égypte, qui s'est soldée par l'occupation du Golan aussi, et une partie de la Syrie et une partie du Liban et le Sinaï, dont une partie a été reprise par cette guerre de libération de 73. Et s'il n'y avait pas la trahison de Sadat, il y aurait eu une libération sans doute de l'ensemble des pays du Golan et du Sinaï. La violation du territoire libanais aussi, et puis l'occupation du sud Liban en 82. Tout ceci, ça a été une série d'agressions contre les peuples arabes, qui a été d'ailleurs commanditée par un congrès qui a eu lieu en 1907, un congrès des sionistes, qui disait que de toute façon, il est important que les peuples arabes n'arrivent pas à s'unir et que nous continuions à créer des dissensions, parce que ça serait une catastrophe pour l'Occident si les peuples arabes, qui ont la même histoire, la même langue, les mêmes traditions religieuses, la même histoire, etc., qui s'unissent entre eux, puisqu'ils ont tous les éléments de l'unité. Deuxième point que je voudrais citer, ça a été aussi la suite logique a été les accords d'Oslo, au cours desquels justement les Israéliens aidés des Américains et des Britanniques ils ont reconnu l'État d'Israël, les Palestiniens ont reconnu l'État d'Israël, et ils ont aussi de cet accord a été omis le droit au retour, d'une manière ou d'une autre, avec des formules toujours détaillées, complètement alambiquées, etc. Le droit au retour aux Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres. Et donc, en droite lignée de tout ceci, arrive le soi-disant printemps arabe, qui avait pour but justement de chambouler l'ensemble des États forts qui sont contre Israël, qui sont les États de la résistance, qui étaient donc la Syrie. Et puis j'ai omis, je voudrais revenir dessus,
cette destruction de l'Irak en 2003, Oui. donc par le supposé attentat du premier du 11 septembre. 11 septembre, voilà, 2001. Donc, qui a servi de prétexte au terrorisme, qui a servi de prétexte à la guerre contre le terrorisme, entre guillemets. Nous voyons en fait toute cette série d'agressions contre les peuples des pays arabes et contre tout le peuple arabe aujourd'hui, qui a été aussi, vous l'avez bien dit, ça a été le dernier truc en fait après l'échec de la destruction de la Syrie, l'échec de la destruction de l'Irak, ou je peux dire la résistance de l'Irak à sa destruction, alors que on s'acharne, enfin les Occidentaux s'acharnent sur l'Irak depuis 1991 jusqu'à maintenant. D'abord par les bombardements, l'invasion directe, puis le fait d'y avoir planté les terroristes de Daesh, et ça continue. Aujourd'hui, le peuple irakien et son armée, unis à son armée, ils se défendent et ils sont en train de repousser Daesh, et l'Irak se libère complètement du terrorisme, constitue à nouveau son unité nationale. Et la Syrie aussi, qui aussi lutte depuis 7 ans quand même, cette année terrible contre le terrorisme qui a été alimenté par tous les pays occidentaux. Donc c'est une vraie guerre ouverte contre le peuple syrien, qui a été menée contre l'État et le peuple syrien, qui a été donc mise en échec, dont aujourd'hui la Syrie ressort triomphante grâce à sa résistance, grâce à l'unité du peuple syrien avec son armée et son gouvernement, son pouvoir, grâce aussi aux alliés que sont la résistance libanaise, le Hezbollah, la résistance, différentes résistances populaires aussi qui affluent le rôle de l'armée syrienne, mais aussi grâce à l'aide substantielle iranienne dans ce front de la résistance et irakienne, et puis l'aide de nos amis russes qui ont répondu présent à l'appel de la Syrie, qui a été formulé qui a été concrétisé en octobre 2015 et qui depuis a permis effectivement de remporter de grandes victoires. Je peux dire aussi par là même, suite à cet accord, à cette promesse de Balfour, les Britanniques ont créé aussi dans des pays de la presqu'île arabe, ils ont créé des pouvoirs comme l'Arabie, basés sur des familles. Ce sont les pouvoirs de l'Arabie saoudite, de l'Émirat, des différents Émirats du Golfe, qui sont basés essentiellement sur une famille et sur l'allégeance de ces familles à l'impérialisme britannique d'abord et à l'impérialisme américain après, aux deux aujourd'hui, mais surtout au sionisme, donc basé sur cette idéologie wahhabite qui aujourd'hui a alimenté et alimente toujours les hordes sauvages, Daesh, Al-Nusra, compagnie, toutes ces hordes terroristes qui ont d'Al-Qaïda, bien sûr, toutes ces hordes sauvages qui ont envahi les pays du Moyen-Orient en vue de réaliser ce nouveau Middle East, en fait, le nouveau Moyen-Orient, tant vanté par Condoleezza Rice et par George W. Bush dans les années 90. Donc, tout ce plan impérialiste a été initié, on peut dire, par les accords d'Sykes-Picot et Balfour, la promesse Balfour. Bon, aujourd'hui, je peux dire fort heureusement, les peuples arabes ont résisté systématiquement
à ces invasions et à ces plans de destruction qui sont faits l'un après l'autre. Le peuple palestinien lutte depuis cette période-là, depuis maintenant 100 ans, donc pour la récupération de cette terre. La Syrie, l'Irak, le Yémen, le Soudan, la Libye, l'Égypte luttent aussi contre toutes ces agressions et toutes ces diversions pour créer des États soit basés sur les confessionnalismes, soit basés sur l'ethnie, qui visent toujours la division, donc diviser pour régner, bien entendu. Bah oui. L'État, ce fameux État kurde dont on nourrit les rêves. Alors justement, Essar, excusez-moi de... La population en fait partie aussi et reviendrait peut-être presque à la création d'un nouvel Israël dans le nord de l'Irak. Fort heureusement, ceci a été mis en échec et aussi bien le partitionnement de la Syrie, aussi bien le nouveau Middle East et jusqu'à présent, il a été mis en échec, que aussi bien d'ailleurs la création ou la séparation de l'Irak ou ce fractionnement de l'Irak, ça a été tout mis en échec par la force, par la clarté de vue des peuples de la région aussi et de leur gouvernement. Et donc le gouvernement irakien, iranien et russe ont réussi à mettre en échec cette séparation, cette tentative séparationniste et la création du Kurdistan irakien qui a été mis en échec. Ce qui a été mis en échec aussi, c'est le partitionnement de la Syrie. Grâce à cette unité des peuples, mais aussi à l'aide de leurs alliés anti-impérialistes, on peut dire, dans un front qui va dans le sens des intérêts des peuples et des intérêts des peuples de la région. Donc voilà, je peux dire qu'aujourd'hui, face à cette célébration de l'événement qui est faite d'un côté en Angleterre, il y a eu aussi dans les pays arabes, notamment hier à Beyrouth, hier et avant-hier à Beyrouth, un grand congrès qui a réuni tous les responsables musulmans des pays arabes et des pays du tiers-monde, donc contre cette promesse Balfour. Et aussi, il y aura un congrès national aussi à Damas demain et après-demain pour effectivement exiger des réparations et puis pas seulement des excuses, mais des réparations pour les peuples qui ont été largement endommagés et largement touchés, je peux dire, par ces promesses et la promesse Balfour et tout ce qui a suivi, les accords Sykes-Picot, etc. Donc, les peuples se battent, résistent, triomphent aujourd'hui. Donc, le triomphe de 2000 d'avoir chassé les Israéliens du Sud-Liban, le triomphe de 2006 d'avoir mis en échec l'agression israélienne contre le Liban, le triomphe actuel de la Syrie qui continue par la mise en échec aussi du partitionnement de la Syrie et du plan de destruction de l'État syrien et de la Syrie, le grand triomphe aussi du 28 août 2017 par la libération du Liban de tous les terroristes, par la libération des Jouloud d'Arsal et par la bataille des Jouloud, du Qalamoun. En fait, donc tout ceci
aujourd'hui, on peut dire, le temps des défaites est terminé pour les peuples qui se battent, hein, et le temps des triomphes et des victoires est là. Nous sommes ravis d'enregistrer victoire sur victoire depuis déjà l'année dernière, depuis la libération d'Alep aussi, et aujourd'hui nous pourrons dire bravo, la libération de Deir Zur complètement. Tous les quartiers de Deir Zur ont été libérés par l'armée syrienne et par toutes les forces qui appuient l'armée, donc l'armée syrienne et ses alliés, tous les alliés. La libération de la ville d'Al-Mayadin, qui était aussi le fief de Daesh, mais on a aussi l'avancée importante vers Boukamal, grand fief aussi de Daesh dans l'est syrien, mais aussi l'avancée très très importante de l'armée irakienne et du Hashd al-Sha'bi en Irak, la libération de Mossoul, la libération d'Al-Anbar, et aujourd'hui la libération imminente d'Al-Qa'im, qui est la dernière ville sur la frontière syrienne, qui permettra aussi que l'armée syrienne avec l'armée irakienne puissent se rejoindre et boucler et sécuriser l'ensemble des frontières syro-irakiennes. Donc tout ceci est un tout important qui permet de voir comment les peuples s'opposent à ces plans impérialistes qui se trament dans l'obscurité et dans le dos des peuples. Alors, merci Essar. Je voulais faire une parenthèse par rapport à la déclaration Balfour. Alors, elle va m'attirer des foudres, hein, ça je m'y attends et je les assume. Il faut noter que avant la déclaration Balfour, il existait des populations certes rares, mais des populations juives authentiques qui existaient, qui vivaient déjà en Palestine, hein, et pour eux, la création de l'État d'Israël est une imposture, hein. Je pense par exemple à ces juifs orthodoxes à Redim, dont un des mouvements les plus connus s'appelle Neturei Karta, qui refusent catégoriquement de reconnaître l'État d'Israël. Alors ils refusent la carte d'identité, ils refusent de faire l'armée, ils refusent même d'acheter des produits fabriqués parce qu'ils estiment être des sionistes. Et cette différence notable, qui a été d'ailleurs notée, exprimée par le Cheikh Nasrallah très récemment, en disant les Juifs... surtout, faites vite, fuyez Israël pendant qu'il est encore temps. C'est de dire que une grande partie de ceux qui ont participé à l'invasion de la Palestine sont en fait des juifs convertis khazars d'origine, qui sont des juifs d'Europe centrale, hein. Et ceux-là n'ont pas la légitimité de prétendre être les propriétaires, ou en tout cas avoir des ancêtres qui ont vécu sur la terre de Palestine, hein. Oui. Merci d'avoir évoqué cet aspect, mais aussi, en fait, il y avait beaucoup de juifs arabes, en fait, qui vivaient dans tous les pays arabes, en Irak, en Syrie, au Liban. Même en Iran. En Iran, il y en a une vingtaine de milliers d'Iraniens. Je crois qu'il y a un député iranien qui est juif. Voilà. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que cette fameuse promesse Balfour, l'activité des Britanniques a tout de suite été après d'appuyer ces hordes terroristes qui sont le Haganah, Irgun et Stern, qui sont des hordes terroristes sionistes, hein, qui ont commencé à faire des attentats terroristes dans toutes les villes des pays arabes. Donc il y a eu des attentats à Bagdad, des attentats à Damas, des attentats au Caire, des attentats à Mossoul, etc. Et les médias occidentaux mettaient ces attentats sur le dos des juifs du pays. Ouais. Donc, ce qui a fait que après,
effectivement, et puis les invitant aussi. Il y a eu donc en même temps une invitation massive pour aller quitter le pays et aller en Palestine pour que ces Juifs puissent occuper la place des Palestiniens qui ont quitté leur terre et ils les remplissent. D'ailleurs, ils ont été traités très rapidement par les Israéliens comme étant des gens de second degré ou de tiers degré, alors que c'était des médecins, des avocats, etc., qui avaient de très bonnes situations dans les pays arabes et tout le monde vivait en toute fraternité sans jamais créer de dissension, sans qu'il y ait tout le monde au contraire étaient bien sûr, puisque les Juifs irakiens étaient irakiens, les Juifs syriens étaient syriens, et ils sont syriens toujours, et voilà. Donc certains sont partis en Palestine occupée, mais d'autres sont partis, moi je sais pour une grande partie des Juifs syriens, qui adorent la Syrie d'ailleurs, ils sont partis aux États-Unis dès le lendemain de la guerre d'agression de 67, car les radios israéliennes ont commencé à dire merci aux Juifs syriens qui nous ont beaucoup aidés pour la fabrication de notre victoire. Ils nous ont dit où il fallait taper, etc., etc. Donc ces personnes n'ont pas été vidées du pays, mais ils sont partis de peur des représailles de la population syrienne. Grâce à ces mensonges qui sont diffusés par les radios israéliennes et par les médias israéliens et britanniques, la BBC, etc. Bon, ces gens, ils habitent aujourd'hui aux États-Unis, ils adorent la Syrie et ils ont été victimes aussi du sionisme et de ces plans sionistes impérialistes. Donc, il est clair qu'il n'y avait pas d'antisémitisme. Non seulement il n'y avait pas d'antisémitisme, mais c'est dans les pays arabes, puisque de toute façon nous sommes nous-mêmes sémites. Et puis d'un autre côté, nos citoyens juifs ont été accusés à tort et ont dû quitter par les Israéliens. Et par les Britanniques surtout, et les Américains. Donc voilà, ça c'est, je pense que ce sont des points importants, on pourrait en parler beaucoup, mais il y a eu beaucoup de films, beaucoup d'archives, ils sont écrits même par eux-mêmes et par des historiens qui évoquent justement ces cas et ces personnes. Maintenant, je voudrais qu'on passe quand même un peu à la situation en Syrie. Ben oui, bien sûr. Alors, vous avez oublié quelque chose, de nous parler de Al-Mayadeen, pardon, c'est-à-dire la découverte d'un énorme stock d'armes occidentales, dont apparemment une grande quantité d'armes israéliennes. Tout à fait. Alors, en fait... la libération toujours de villages et puis de villes, aussi bien en Syrie qu'en Irak, permettent de voir tous ces lieux qui étaient les quartiers généraux de Daesh et qui ont dû fuir en vitesse avant de détruire, parce que jusqu'à présent, ce qu'ils faisaient, eux, c'est détruire tout ce qu'ils laissent. Ils détruisent leurs ordinateurs, ils détruisaient en fait leurs ordinateurs et puis les stocks d'armes. Mais quand ils sont, obligés de partir, puisque ces victoires se font très vite en ce moment, ils sont obligés de partir très vite, ils laissent tout en plan. Alors, je peux dire effectivement, d'abord, moi je voudrais qu'on se félicite quand même de la libération de la totalité de Deir ez-Zor, de tous les villages, de tous les quartiers de Deir ez-Zor qui ont permis
qui ont permis effectivement de lever, je dirais, cette pression de la population qui était prise en otage par Daesh, et avec les bombardements américains qui n'ont pas arrêté aussi sur Deir ez-Zor et sur les faubourgs de Deir ez-Zor. Bon, fort heureusement, aujourd'hui, Deir ez-Zor est totalement libéré par l'armée syrienne. L'armée syrienne, elle cherche aujourd'hui à déminer les différents quartiers de la ville et à la réhabiliter. Donc les équipes de la ville rentrent pour la réhabilitation à la fois de l'infrastructure, etc. Et puis les convois alimentaires rentrent dans les quartiers qui jusqu'à présent étaient aux mains de Daesh. Donc c'est une grande victoire et c'est très très important. L'armée syrienne a avancé aussi au nord-est de Deir ez-Zor, vers les faubourgs de Raqqa, vers le nord-est, le nord-ouest aussi, les nord-ouest de Deir ez-Zor, mais aussi le nord-est de Deir ez-Zor. Mais aussi sur l'axe sud vers Al-Mayadin. Donc Al-Mayadin a été libéré et tout l'axe Deir ez-Zor Al-Mayadin a été a été le lieu de combat complètement acharné. Il y a eu des grosses attaques de Daesh à cette période-là, de grands soutiens de la part de l'aviation américaine, donc qui a bombardé aussi bien l'armée syrienne que les lieux en fait où elle avançait. Et d'ailleurs, ils ont bombardé pas seulement l'armée syrienne, mais ils ont bombardé aussi les civils syriens qui fuyaient les combats et qui étaient, nous avons dit à plusieurs reprises, il y avait vraiment dans l'impunité totale et dans de tous les médias occidentaux et qui n'en ont jamais parlé, donc des bombardements au phosphore blanc qui ont été opérés par l'aviation américaine et l'aviation alliée contre les civils de la ville de Raqqa, ou les civils qui fuyaient la ville de Raqqa, ou la ville de Deir ez-Zor lorsque les combats y étaient importants, et qui ont dépéri sous les décombres. Il y a d'ailleurs aujourd'hui beaucoup de personnes qui continuent à être sous les décombres dans la ville de Raqqa. Nous y reviendrons. Mais là, ce que je voudrais dire, au niveau de l'avancée de l'armée syrienne vers Al-Mayadin et dans l'axe du Boukamal, il y a eu aussi énormément de caches d'armes qui ont été découvertes, des caches d'armes qui contiennent à la fois des armes de fabrication occidentale de tous les pays occidentaux, mais aussi des armes de fabrication israélienne, très important. Deuxièmement, il y a eu aussi la découverte d'usines de fabrication de têtes de missiles, avec tous les outils pour la fabrication de ces têtes de missiles. Donc là aussi, un fait important, Daesh fabriquait eux-mêmes aussi les têtes de missiles qu'ils utilisaient contre la population, mais aussi des caches de produits chimiques qui servent à fabriquer des armes chimiques, et là, qui étaient très importantes, de fabrication saoudienne, turque, israélienne et autres. Donc, ça, c'est très important, en fait, de noter toutes ces découvertes dans les caches, dans toutes les caches de Daesh. Et dernièrement, on vient de découvrir aussi dans les parties libérées de la ville de Deir ez-Zor, mais aussi de Al-Mayadin, des quantités importantes, mais impressionnantes, de céréales qui ont été aussi volées à la population, des dizaines de milliers de tonnes de blé et de céréales qui sont là stockées et qui ont été volées à la population. Donc ça, ce sont des découvertes très importantes.
Aujourd'hui, l'armée syrienne avance à très grands pas vers Boukamal. Et à Boukamal, les Daesh sont complètement encerclés. À ce propos, on peut parler donc de la libération imminente de la ville d'Al-Qaim, qui est la ville irakienne qui est de l'autre côté de la frontière syro-irakienne. L'armée irakienne avance de manière très très importante avec l'aide du Hashd al-Sha'bi, après avoir libéré les plus grandes parties de Al-Anbar. C'est le dernier fief de Daesh qui reste donc en Irak, et je pense que la libération est imminente si elle n'a pas déjà eu lieu. Je sais que le drapeau irakien flotte sur la ville d'Al-Qaim, et que des combats acharnés ils sont menés à l'intérieur par l'armée contre Daesh, qui sont en train de fuir et qui sont en train de s'écrouler complètement. Donc, dernier fief, c'est Abu Kamal, et les quartiers généraux de Daesh autour de Boukamal ont été bombardés par des missiles russes qui ont été tirés, effectivement, qui ont été tirés à partir de sous-marins russes qui sont dans la mer Noire ou dans la mer Caspienne. Donc c'est quand même Méditerranée aussi, la partie ils tirent en particulier depuis la partie orientale de la Méditerranée. Les missiles Caliber ont une portée apparemment supérieure à 2500 km, donc ils peuvent tirer très facilement depuis la partie orientale de la Méditerranée, qui représente même pas 1 millier de kilomètres de distance. Oui. En tout cas, ils ont été tirés à partir de sous-marins russes. Oui. Et qui ont atteint leurs objectifs. Donc, il y a des bases entières qui sont de Daesh qui sont détruites du côté de Boukamal. Et d'ailleurs, ils viennent de tirer à nouveau, là, il y a à peu près 1 heure, c'est-à-dire qu'il y a une dépêche Sputnik qui annonce qu'ils ont encore tiré à nouveau. Et si vous me permettez, ça, de faire une parenthèse, parce que c'était aussi une question, et ça permet de prendre conscience de la raison pour laquelle l'armée syrienne a libéré toute cette partie autour de l'Euphrate, et que l'armée irakienne est en train de libérer Al-Qaim, qui se trouve très proche en fait géographiquement d'Abu Kamal. C'est-à-dire qu'on a un couple de villes qui va représenter un encerclement. Et il y a quelques jours, le chef de la coalition US, sauf erreur, a parlé de lancer une opération militaire donc de la coalition US pour soi-disant en finir avec Daesh à Abu Kamal. Alors ce qui est très intéressant, c'est que apparemment il y a des correspondants de guerre qui sont sur place avec l'armée syrienne, qui ont expliqué qu'en réalité Daesh était appuyé par des unités d'élite américano-britanniques sur place, et que l'intervention américaine n'était pas pour écraser Daesh, mais plutôt pour casser l'encerclement que opère l'armée syrienne avec ses alliés autour d'Abu Kamal. Mais ce qui est très intéressant peut-être, et vous allez me répondre en même temps à ça, c'est que cette opération de libération d'Abu Kamal et de Al-Qaim aura pour effet en fait d'encercler ou de briser en fait le lien géographique qui existait entre la Jordanie et la Raqqa, par lequel transitaient sans doute beaucoup d'armes, beaucoup de ravitaillement. Et donc de ce fait, ça va provoquer apparemment un encerclement de Raqqa. Effectivement, alors là-dessus, je voudrais quand même rappeler qu'à chaque fois que les États-Unis et leurs forces parlent de lutter contre Daesh, c'est en fait pour bloquer l'armée syrienne, et c'est contre l'armée syrienne et pour retarder son avancée qu'ils interviennent. Ça, je crois que on le voit, et toutes les personnes qui ont suivi ces sites depuis plusieurs fois voient quand même qu'à chaque fois
que les États-Unis prétendent lutter contre Daesh, ils bombardent l'armée syrienne, ils bombardent la population syrienne, ils bombardent l'armée irakienne et ils envoient des renforts à Daesh. Là-dessus, je voudrais revenir un petit peu en arrière en rappelant que l'armée américaine a bombardé l'armée syrienne dans la montagne Sarda qui surplombait Deir ez-Zor à un moment où l'armée syrienne, l'année dernière, à un moment où l'armée syrienne avançait à grands pas vers Deir ez-Zor, et c'était pour permettre à Daesh de s'emparer de cette montagne. C'était le 17 septembre 2016, hein, sauf erreur. Absolument, tout à fait. Et ils se sont emparés de cette montagne, ce qui leur a permis d'encercler la ville de Deir ez-Zor, d'encercler aussi l'aéroport de Deir ez-Zor et la garnison qui protégeait la ville de Deir ez-Zor. Bon, ça c'était ça, mais ils ont permis à Daesh de dominer par le feu la ville de Deir ez-Zor. Bon, maintenant cette montagne est libérée, Deir ez-Zor est libérée, et on voit que les Américains jouent exactement le même jeu à Raqqa. Ils sont en train de bombarder les civils, ils sont en train de tuer les gens sous les décombres à Raqqa. Ils sont en train sous prétexte de lutter contre Daesh. Les civils sont enterrés sous les décombres. Raqqa, non seulement ils bombardaient au phosphore blanc, mais aujourd'hui des bombardements massifs, alors qu'ils sont en train de brandir aussi maintenant la reconstruction de Raqqa. Les Américains et les Occidentaux, ils disent ah ça y est, on va reconstruire Raqqa. Bon, ils ont soi-disant chassé Daesh, mais il y a des forces syriennes démocratiques qui sont rentrées, et en fait il n'y a pas eu de tir ni de combat entre les deux. Il y a eu des images satellites russes qui montraient la présence de grandes artilleries américaines dans les lieux qui sont dominés par Daesh et par les FSD là. Et on les voit forces démocratiques syriennes, qui sont kurdes, voilà. Soi-disant. Enfin. Voilà, et on voit très bien qu'ils sont de connivence et qu'ils travaillent ensemble. Donc en fait, Daesh a eu ordre de se retirer, laisser la ville de Raqqa aux forces démocratiques syriennes, ceux qui sont appelés forces démocratiques syriennes, sur lesquelles je mets beaucoup de guillemets, qui ne sont rien d'autre que quelques personnes qui sont instrumentalisées par eux. Et c'est aussi dirigé par les généraux américains, enfin par des généraux, des officiers américains, aussi bien du renseignement que de la guerre. Donc tout ceci, aujourd'hui, brandir cette volonté de reconstruction vise à effacer les traces de leurs crimes et les traces du massacre que les Américains et leurs forces alliées ont effectué dans cette ville de Raqqa. La ville a été largement détruite. C'est une ville historique, Raqqa, qui a vraiment beaucoup souffert déjà de Daesh, mais ils viennent en fait, les Américains viennent la mettre complètement à plat. Certains d'ailleurs disent c'est exactement le même topo que ça a été la destruction de la ville de Dresden. Oui, tout à fait, en Allemagne. C'est les Russes qui ont fait, ils sont bien placés pour le savoir d'ailleurs, puisque l'écrasement de Dresde était plutôt un avertissement adressé aux Russes, parce que là, elle n'avait aucune position stratégique, cette ville allemande. Et là, en l'espace de quelques heures, c'est devenu un brasier, et il y a eu de très nombreuses victimes. De mettre toute la ville de Raqqa avec tous ces édifices historiques complètement à plat et détruits. Je reviens au dernier point que vous aviez soulevé aussi, ce point que vous aviez soulevé concernant les Tanf
Oui. et l'arrivée des aides à partir de la Jordanie. Mais cette base Al-Tanf est une base américaine. C'est à partir de cette base aussi que les aides arrivaient à Daesh, et le fait de couper le chemin entre Al-Tanf et Abu Kamal a profondément déplu aux Américains. C'est ça qui a fait aussi qu'ils ont à plusieurs reprises bombardé l'armée syrienne pour bloquer son avancée vers Abu Kamal. Bon, aujourd'hui, tout ceci n'a pas été productif pour eux, fort heureusement, et l'armée syrienne triomphe malgré eux, avance vers Abu Kamal, et je pense que la libération de Abu Kamal est imminente après la libération d'Al-Qaïm. Mais ça, oui, pardon. vous m'aviez dit que la victoire de l'armée irakienne à El-Keim et la victoire prochaine de l'armée syrienne à Abu Kamal avaient pour objectif et pour effet d'acculer en fait Daesh dans ses derniers retranchements, puisque sa voie de fuite est par définition coupée. Absolument, ça serait une épuration totale, je peux dire, de la terre syrienne et irakienne, de toute présence de Daesh et de toute présence terroriste. Il y a vraiment un nombre important de ces terroristes qui meurent sous les coups assénés par l'armée syrienne et l'armée irakienne avec le Hezbollah et le Hashd al-Sha'bi. Et puis, bien entendu, l'aviation russe et les bombardements russes. Donc, je tiens quand même à nouveau à souligner que c'est en coordination totale avec l'armée syrienne que ça se passe. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y a aussi un autre phénomène qui est très important et très grave. Ce sont des attaques israéliennes dans le sud de la Syrie. Oui. Et donc à Quneitra et sur les frontières jordaniennes. D'ailleurs, Tom, vous aviez des informations importantes à donner là-dessus, avec le camp qui se trouve donc à côté d'Al-Tanf et sur les frontières jordaniennes. Absolument. Mais aussi, voilà. Donc je vous laisse le dire.